Qui va vraiment payer la facture de la future suppression totale de la taxe d'habitation après 2020, esquissée par le chef de l'État il y a quelques jours? On en parle avec Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Directeur et économiste à l'OFCE. Alors, si j'ai bien compris, cette suppression totale devrait, a priori, de taxe d'habitation survenir après 2020. On sait que maintenant le gouvernement y réfléchit. Le chef de l'État l'a évoqué à demi-mot, sans être très clair sur le sujet. C'était devant l'Association des maires de France, réunion congrès la semaine dernière. Mais on a aussi Gérald Darmanin qui est revenu à la charge derrière pour nous dire « Eh bien oui, ça serait bien après 2020 ». Si le chef de l'État va plus loin que ce qui était prévu dans son programme, même s'il a, encore une fois, s'il ne l'a pas dit explicitement lors de son discours, certains disent que c'est parce qu'il redoute quoi? Eh bien, à votre avis, la censure justement par le Conseil constitutionnel. On sait que des sénateurs veulent contester la rupture d'égalité devant l'impôt quand on supprime que la taxe d'habitation pour 4 foyers sur 5. Est-ce que c'est ça qui l'a poussé à aller plus loin, pour éviter le retoquage, comme on dit? Je pense pas, parce que c'est pas parce qu'il propose une réforme pour 2020 que ça va émouvoir de quelque sorte que ce soit le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, s'il est saisi, il jugera sur ce sur quoi il est saisi, et ce n'est pas des promesses qui peuvent modifier son avis. Par contre, peut-être que ce que Emmanuel Macron a en tête, c'est qu'il a, dans cette réforme proposée de la taxe d'habitation, il s'est beaucoup intéressé finalement au côté pouvoir d'achat des ménages, mais pas beaucoup à la question de la fiscalité locale, de l'autonomie financière et budgétaire des collectivités locales. Et donc le message que peut-être qu'il envoie, c'est vis-à-vis des collectivités locales, ne vous polarisez pas sur cette réforme de la taxe d'habitation, qui était nécessaire en termes de pouvoir d'achat, mais qui n'est pas une réforme de la fiscalité locale. Et donc maintenant, travaillons ensemble. Il aurait pu annoncer une refonte de la fiscalité locale sans pour autant dire allez, on va aller jusqu'au bout de cet impôt qu'il considère comme étant injuste. Parce que pour rendre la chose crédible, il faut effectivement faire table rase, enlever la taxe d'habitation et puis mettre à plat la fiscalité locale et proposer quelque chose. Alors pourquoi 2020? Parce qu'il faut le temps de discuter et de se concerter. Ça, c'est aussi quelque chose de très nouveau dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est d'introduire la concertation. Jusqu'à maintenant... Les ordonnances, il y en a un petit peu, au pas de charge, vous me direz. C'est pas vraiment de la concertation, c'est plus de la consultation. Oui. Voilà, il y a une nuance. Il y a une nuance très importante, hein. C'est-à-dire avec l'idée qu'il faut une volonté politique très forte et que s'il n'y a pas cette volonté politique très forte, les choses finalement terminent en eau tiède en quelque sorte. Là, c'est pas ce qu'il dit. Là, il dit justement, on va prendre le temps de faire une réforme en profondeur qui sera acceptée par tous les acteurs, qui sera portée par tous les acteurs, qui ne sera pas forcément celle que le chef de l'État ou ses conseillers ont en tête aujourd'hui, mais quelque chose qui correspondra aux nécessités du terrain et donc aux avis qu'il aura recueillis sur le terrain. Surtout qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de sous publics qui sont en jeu. La facture de la suppression totale de la taxe d'habitation, on se dit si c'est pour les 20% restants, ça ne va pas coûter grand-chose. Quand même. Non, en fait c'est 10 milliards d'euros déjà pour les 80% des Français, donc en 3 ans, mais il reste encore 8 milliards d'euros de plus que les 10 qu'il faut trouver, soi-disant sur les économies. C'est pas une pécadille, c'est pas une broutille. Hein. C'est pas une broutille, le financement des collectivités locales c'est pas rien, c'est quand même des montants qui sont importants. La question de l'autonomie, c'est pas rien non plus, on va en parler. Mais effectivement, dire on supprime la taxe d'habitation, la deuxième partie de la taxe d'habitation. Pour les 20% restants. Pour les 20% restants, ça veut dire on est capable de trouver 8 milliards d'euros. Alors quand on pose la question à Gérald Darmanin, qui a confirmé justement après 2020 cette suppression totale, il l'a dit sur RTL, il nous dit quoi? Il nous dit que le gouvernement fera des économies. Et là on se dit, éternelle promesse. Non, c'est pas ce qui vous a... Alors, je pense surtout, peut-être c'est une promesse et peut-être qu'elle ne sera pas tenue. Elle est rarement tenue de par le passé, on a rarement tenu. Et donc, il y a effectivement un côté de dérobage en fait, par rapport à cet impôt. Mais je pense qu'en fait, c'est même pire que ça, au fond. C'est-à-dire que le problème de la taxe d'habitation et de la fiscalité locale, c'est pas faire des économies et donner des ressources aux collectivités territoriales. C'est mettre en place un impôt qui soit voté au niveau local pour des dépenses qui sont elles-mêmes votées au niveau local et insister sur cette responsabilité financière. Or là, aujourd'hui, en supprimant la taxe d'habitation, on induit une forme d'irresponsabilité financière, au sens où il y a des collectivités locales où on va dépenser la taxe d'habitation, mais où ce n'est pas les administrés qui vont la payer.
donc où c'est de l'argent qui vient oui, de loin, de Paris, et qui n'incite pas à la responsabilité. Alors, certes, après, encore une fois, si on évacue le fait qu'il y aura ou pas des économies possibles sur la dépense publique, mais si on se dit que derrière, il faut le financer, il y a plein d'idées possibles, je voudrais qu'on les passe en revue. On a vu, sous Manuel Valls, qu'un bout de TVA a été reversé aux régions. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas moi, un morceau d'impôt sur le revenu qui serait transféré, reversé aux communes? Est-ce que ça ne sous-entend pas aussi, parce qu'en France on est très fort pour ça, une augmentation dans ces cas-là? Alors, est-ce que tout ça sera ISO-fiscalité, comme on dit? Il y a deux éléments dans toutes ces discussions, à la fois que ce soit sur la TVA, mais surtout sur l'impôt sur le revenu. D'abord, il est toujours possible de transférer aux collectivités locales une part de tel ou tel impôt. À taux impôt. constant? Ou est-ce que derrière, ça ne se cache pas justement? À taux constant, ça demandera des économies sur rien n'est réglé, du point de vue de l'État. Donc rien n'est réglé. Donc si ce n'est pas fait à taux constant, ça voudra dire... voilà. Mais ce qui est quand même encore plus important, hein, David, c'est que le point, c'est pour réintroduire la responsabilité budgétaire et financière des collectivités territoriales, il faut non seulement leur transférer, par exemple, un bout de l'impôt sur le revenu, mais aussi leur donner la possibilité de déterminer en partie le taux qui s'applique sur l'impôt sur le revenu. Ah, d'accord, je croyais que vous alliez dire sur la taxe foncière, taxe d'habitation, ce qui est déjà Non, mais sur l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que l'enjeu, il n'est pas simplement de transférer. Et là, c'est une vraie refonte pour le coup. Hein. Voilà, et là, c'est une vraie refonte. C'est-à-dire il est de transférer un pouvoir, de décider qu'il y a un pourcentage, un petit pourcentage, pas forcément très élevé, mais il y a un pourcentage dans votre impôt sur le revenu qui est déterminé au niveau local. Et donc il y aura des endroits dans lesquels ce taux-là sera plus bas, il sera au plancher, généralement on met un plancher, un plafond, et puis dans d'autres collectivités territoriales, il sera au plafond. Et les décisions qui correspondront à est-ce qu'on est au plancher ou au plafond seront prises en fonction des dépenses qu'on fait localement. Si vous avez beaucoup de dépenses collectives territoriales, des piscines, des écoles, des infrastructures, il faut les financer. Et la responsabilité budgétaire, elle est de dire, OK, vous voulez des hauts niveaux de services, mais vous payez pour. Après, de l'autre côté, si vous dites, on est une petite commune rurale, on n'a pas beaucoup de dépenses, voilà, donc vous avez peu de services, donc vous êtes obligé de payer vous-même un certain nombre de choses. En contrepartie, vous avez un peu moins d'impôt sur le revenu. Donc effectivement, un impôt national qui serait décidé pour petite partie au niveau local, mais il y a aussi, on l'a bien compris, même si ce n'est pas dit de manière très, très explicite, la création d'un nouvel impôt local. C'est ça aussi ce vers quoi on pourrait aller quand on parle de refonte de la fiscalité, un nouvel impôt local. Et là, on se dit quand même, après la suppression de la taxe d'habitation, recréer un impôt local, au mieux, c'est curieux, au pire, c'est du foutage de gueule. Voilà, et puis toute la question qui est derrière, c'est les bases et est-ce que ces impôts sont progressifs ou pas? Alors les bases, ça pourrait être l'impôt sur le revenu, ça peut être la TVA sur une base consommation. On sait que ça, c'est quand même très fragile parce qu'il peut y avoir des comportements de concurrence fiscale. Vous voyez, quand vous installez une zone commerciale dans une périphérie d'une commune. On a déjà ça entre les pays, on ne va pas faire ça entre les régions, les voilà, départements. Et donc on peut avoir des mécanismes qui sont très pervers de ce point de vue-là. Et puis, il y a la fameuse base foncière, en fait, qui reste aujourd'hui un peu le non-dit de toute cette histoire. Donc derrière... c'est la question des valeurs locatives, c'est ça? Alors voilà, c'est la réforme de la fiscalité foncière. Non, mais avant de rentrer dans le détail juste, est-ce qu'encore une fois, on n'est pas en train de nous dire on va supprimer la taxe d'habitation pour tous, mais on va recréer derrière un autre impôt local que quelqu'un devra bien payer? Si, David, cette opération-là n'est pas la suppression de la taxe d'habitation, c'est la réforme de la fiscalité locale. Donc... oui, c'est exactement ce que vous dites. On supprime la taxe d'habitation, mais on n'allège pas la fiscalité locale pour autant. Et non. C'est cette nuance que j'aimerais que tout le monde ait en tête. On ne peut pas opérer ce miracle-là. On peut penser qu'il va y avoir une réforme, une baisse de la fiscalité globale. On sort d'une période de crise dans laquelle il a fallu réduire les déficits, dans laquelle il a fallu faire un certain nombre de politiques qui ont été très coûteuses, comme le CICE ou le pacte de responsabilité. Donc il y a des efforts qui ont été demandés en termes de fiscalité. Donc on peut imaginer que cette fiscalité va baisser dans le futur. Mais là, si on veut parler très honnêtement, toute réforme de la taxe d'habitation veut dire qu'on va transformer cet impôt en un autre impôt. Exactement. Et c'est normal. Je sens le ras-le-bol fiscal poindre de nouveau. Mais il faut pour certains qui se sentiront flous en disant on nous a promis une suppression de la taxe d'habitation qu'on va transformer par un nouvel impôt local. Non mais bien sûr. On va tout droit vers ça, honnêtement. On risque d'être dans ce malentendu-là, mais il faut sortir de ce malentendu pour réfléchir à quelle fiscalité locale on veut, c'est-à-dire laquelle induit la responsabilité et le fait que les administrés ont le sentiment, et c'est un sentiment qui trouve sa concrétisation, d'être en contrôle de ce qui se passe dans leur commune. L'intérêt de la fiscalité locale, c'est l'appropriation et le consentement à l'impôt, l'appropriation de la dépense et le consentement à l'impôt.
Voilà. On comprend à quoi servent ces impôts. Mais on voit bien au terme de cette discussion le casse-tête qui va s'ouvrir pour le gouvernement pour justement trouver une recette de remplacement à cette suppression totale, a priori après 2020, de la taxe d'habitation. Le casse-tête et surtout, voilà, là il se met un peu dos au mur en disant je supprime la taxe d'habitation. Donc tout de suite, ça met les choses sur un plan d'une ambition assez élevée. En fait, si on veut vraiment être très ambitieux, vous voyez, il y a d'autres choses que le Conseil constitutionnel va pouvoir, va être amené à examiner et va probablement aussi contester, qui sont... Vous croyez que ça sera retoqué, vous? L'impôt sur la fortune immobilière. Qui nous renvoie aussi à la base foncière. Et donc si on veut vraiment être ambitieux, c'est pas simplement la taxe d'habitation qu'il faut réformer, mais c'est aussi la fiscalité foncière et aussi l'impôt sur la fortune immobilière. Donc vous voyez que là, on commence à avoir un gros plat de résistance à plusieurs dizaines de milliards qui va demander d'aller mettre d'accord tout un tas d'acteurs. Et ça va être très difficile, très compliqué, mais peut-être que ça va être rendu nécessaire par le détricotage que le gouvernement a commencé et qui en fait va peut-être s'emballer d'une certaine façon. Et d'ailleurs, on va se quitter là-dessus, mais peut-être qu'il est plus simple pour le gouvernement, plutôt que de partir sur des promesses à presque 20 milliards d'euros de suppression de taxe d'habitation, c'était de réviser, on y revient, l'évolution des valeurs locatives en France. Pas en fonction de l'inflation, parce que c'est révélé en fonction de l'inflation, mais en fonction de l'évolution des marchés immobiliers en France. On sait que ça n'a pas été remis à jour depuis 1970. En fonction de la richesse de chaque commune, on sait qu'en fonction de la présence ou pas d'entreprises, on a une fiscalité locale qui est plus ou moins lourde. Et donc parfois, on a des communes qui sont pauvres, qui payent beaucoup plus cher que des communes riches. Enfin, on sait bien entre Paris et sa banlieue. Sauf que le chantier, évidemment, il est titanesque. Et que politiquement, et c'est beaucoup de gouvernements, même il y a très longtemps, 20-30 ans, ont essayé, s'y sont cassés les dents, parce que derrière, et c'est ça qu'il faut expliquer, il y a des transferts massifs entre contribuables. Et on ne sait pas quel impact ça pourrait avoir. Alors voilà, c'est ça le sujet. On est face à un sujet qui est extrêmement difficile. Et ça, Macron, il ne veut pas y aller là-dessus. Mais pour vous donner juste un ordre de grandeur, si vous voulez, et de tous les problèmes qu'il y a derrière aujourd'hui, l'injustice qui est créée par la fiscalité locale, et pas simplement la taxe d'habitation, mais aussi l'ensemble des taxes. La taxe d'habitation payée à Paris est 2 fois moindre que celle payée à Marseille. Et les services publics rendus par la ville de Paris ont plutôt tendance à être supérieurs à Paris qu'ils ne le sont à Marseille. Donc vous voyez, les administrés, les résidents payent moins on dit la même chose, pour plus. Oui, mais dans des ampleurs qui sont quand même considérables. C'est des facteurs de 1 à 2, 1 à 3. Absolument. Voilà. Et c'est ça qu'il s'agit de réformer. Pourquoi on est dans des situations comme ça? Parce que par exemple, vous voyez, il y a cette fongibilité entre la taxe professionnelle et la taxe d'habitation. Exactement. Et on peut attirer des entreprises, et quand on attire des entreprises, on n'a pas besoin de faire payer les gens qui résident. Or, ça conduit à ce que ceux qui résident bénéficient de transferts qui viennent des entreprises, alors que c'est des gens qui, par exemple, on dit la même chose, on dit la même chose, mais juste vous en mieux, évidemment. Non, non, pas du tout, mais c'était juste pour d'abord appuyer ce point qui est très important et donner les ordres de grandeur qui sont derrière. C'est-à-dire que c'est vraiment des ordres de grandeur qui sont énormes, avec des injustices entre, par exemple, le centre de Paris et les alentours ou les autres grandes villes européennes, qui sont considérables. Bon, en tout cas, voilà, ce qu'on voulait expliquer, j'espère qu'on a été clair, c'est que même s'il y a suppression totale de la taxe d'habitation après 2020, il y aura sûrement un autre impôt local qui sera créé ou un impôt national avec un taux local qui sera décidé ou des économies sur la dépense publique. Mais là, on attend de voir, il y a déjà 60 milliards d'euros qui sont promis. On attend d'abord d'avoir quelque chose d'assez documenté avant de rajouter encore 8 milliards de plus. Mais il y aura un nouvel impôt local, il faut juste espérer qu'il soit plus juste et qu'il n'ait pas d'effet pervers comme la fiscalité locale peut avoir aujourd'hui. Voilà, merci à vous. Merci pour ces explications. Tout ça est signé Xavier Timbaud, directeur et économiste à l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.